Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls sortent d'une belle victoire à Charlotte cette nuit pour se relancer un petit peu après un back-to-back qui a été, comme on pouvait s'y attendre, assez compliqué face à Philadelphie et Phoenix avec deux défaites. On va quand même revenir sur ce back-to-back parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses qu'on peut relever. Euh, Déjà, Philadelphie, pas de Zach LaVine, pas de Kobe White. Philadelphie, avant ça, était sur une série de 6 ou 7 victoires consécutives. Ils avaient perdu le match juste avant de nous affronter, donc ils voulaient se relancer. Donc, c'était pas la confiance qui régnait au niveau des Bulls sur ce match-là. Et pourtant, j'ai trouvé que les efforts sur le plan défensif étaient corrects. C'était pas fabuleux, on les a pas complètement stoppés ou bloqués, mais j'ai trouvé qu'on est, qu'on était capable de leur rendre la vie un petit peu difficile, de faire en sorte que leur shoot était un petit peu voilà, forcé ou du moins contesté et que voilà, ils n'ont pas eu tant de paniers faciles que ça. On a galéré face à Joel Embiid, mais toutes les équipes galèrent face à Joel Embiid de toute façon, hein, c'est pas exclusif aux Bulls. Il a fini avec 40 points, 14 sur 23 au shoot. Bon, on sait que face à Vucevic, c'est un match-up qui est toujours un peu compliqué pour nous. Euh, mais je trouve que voilà, on l'a pas mal quand même. Enfin, en plus, il a mis quelques paniers difficiles, contestés en déséquilibre, etc. Des and one. Mais je trouve qu'on a aussi été capable de pas mal le forcer à passer le ballon et essayer de faire en sorte que quelqu'un d'autre nous tamponne. Il y a eu plusieurs fois où on a fait des prises à deux sur lui quand il avait la balle au poste. Et bon, bah, il a réussi à ressortir les ballons, on a eu du mal à faire les close-out pour contester ces shoots-là. Et lui a eu la chance que ses coéquipiers bah, cartonnent, quoi. Tobias Harris met 23 points, Tyrese Maxey en met 16. Le banc a été actif pour eux aussi. Korkmaz qui nous défonce à chaque fois, il a mis 9 points en sortie de banc, Niang aussi. Et ouais, c'est pas la chance qu'a eu Demar DeRozan, parce que Demar DeRozan, il a mis 45 points, il a été phénoménal. D'ailleurs, en ce moment, hein, tous ces matchs là, c'est chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. Euh, mais voilà, record en saison, 45 points, 18 sur 30 au shoot. Euh, il a fait un match absolument monstrueux, des attaques du cercle, des mid-range, des fadeaways, des feintes, enfin toute la panoplie comme à son habitude. Il nous a maintenu dans le match presque à lui seul. Javonte Green a été adroit aussi, 5 sur 6 au shoot. Derrière, tu as Vucevic à 8 sur 18, donc ça va, tu es presque à 50%. Mais tout le reste de l'équipe, tout le reste, donc sans Demar, Vuc et Green, tout le reste de l'équipe, 8 sur 27 au shoot. Et c'est au final ce qui nous a, enfin, en partie, ce qui nous a coûté le match, parce que c'est pas juste pour ça. Il faut dire que Philadelphie était évidemment au-dessus du fait de nos absences. Mais c'est clair que ça nous a vraiment empêché d'être là dans les dernières minutes, de vraiment faire que ce match soit serré à fond jusqu'au bout. Au final, on perd 119-108. Euh, on a essayé. Honnêtement, j'ai trouvé l'effort vraiment appréciable. Ils ne sont pas arrivés dans ce match en se disant, bon, de toute façon, ils vont nous défoncer. Il nous manque nos deux meneurs, il nous manque nos deux arrières, puisque Zach et Kobe sont pas là. Il y a que Ayo pratiquement sur les lignes arrières. Donc c'était Troy Brown qui était titulaire à côté de lui. Et derrière, tu avais Matt Thomas en sortie de banc qui a fait 2 sur 10 au shoot, donc super. Bah, il manque toujours autant de défenseurs. Donc on s'attendait pas à grand chose sur ce match-là. Et finalement, l'effort était plutôt appréciable. Donc bon, tu te dis, ok, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ça n'a pas suffi parce que bah, Philadelphie est une bonne grosse équipe. Euh, mais voilà, il n'y a pas à rougir de cette performance. On s'est dit, voilà, si le lendemain contre Phoenix, ils sont capables de reproduire quelque chose d'assez similaire, ça peut être intéressant. D'autant que Zach LaVine et Kobe White sont revenus sur ce match-là. Mais Phoenix, c'est encore un autre monde. Alors eux, au grand complet, nous c'était notre quatrième match en 5 soirs, donc tu commençais un peu à couiner un petit peu. Mais même, enfin, même avec les retours qu'on avait, il nous manquait encore du monde, mais de toute façon Phoenix c'est une des meilleures attaques, une des meilleures défenses de la ligue. Tout est, la manière dont c'est fluide des deux côtés du parquet, que ce soit en attaque où tout le monde touche la balle, tout le monde est très patient pour attendre que l'équipe adverse fasse une erreur dans son placement défensif pour ensuite trouver le shoot ouvert et voilà vraiment appuyer sur trouver notre point faible, l'exploiter à mort. Ça ils sont très très forts et défensivement ils sont effectivement très très bons aussi.
énormément de déplacements, des switches, ils couvrent à droite, à gauche, tu as toujours quelqu'un sur toi. Bon, faut dire qu'on n'a pas proposé énormément de mouvements sur ce match-là, hein, et on a assisté à des séquences absolument dégueulasses. Dans le deuxième quart-temps, on fait zéro passe décisive. Comment tu arrives à faire un quart-temps complet sans faire une seule passe décisive? Au final, on en avait 7 à la pause, 18 en tout sur le match. Ça montre que bah voilà, t'as pas assez bougé, t'as pas assez provoqué, tu t'es un peu laissé endormir par cette équipe de Phoenix qui a fait de très bonnes choses défensivement, qui t'a empêché d'aller au cercle, voilà, qui a bouché tous les accès. Tu pouvais pas driver, tu pouvais pas faire grand chose comme ça. Donc c'était compliqué. Tu pouvais pas t'appuyer sur Vucevic en post-up pour ensuite ressortir la balle parce qu'il n'y avait pas de cut. Et puis ben Ayton le surveillait bien aussi. Donc et puis bah voilà, après eux ils ont exécuté leur attaque super fluide, mouvement de balle, se trouve toujours des mecs ouverts. Devin Booker a été monstrueux, il finit avec 38 points. On n'est pas passé loin d'un troisième match de suite où un joueur nous met au moins 40 points. Caris Levert en avait mis 42 avec les Pacers avant d'être tradé aux Cavs. Joel Embiid en a mis 40 et du coup ça a été 38 points au final pour Devin Booker. Donc on a- il disait apparemment que ça aurait été la première fois dans l'histoire des Bulls que 3 matchs de suite ils encaissaient 40 points d'un joueur. Mais enfin bref, ça c'est pour l'anecdote. Mais ouais, voilà, ça montre que tout simplement, voilà, que Phoenix c'était juste beaucoup trop au-dessus. Ils ont exploité nos erreurs défensives et c'est ouais, comme je disais tout à l'heure, ils sont très patients en attaque, ils font tourner la balle et plus tu fais tourner la balle d'un côté à l'autre, l'équipe adverse en défense, elle doit s'ajuster, hop, ça change de direction, faut dire au gars, ah, couvre celui-là, moi je prends celui-là. Ah, et puis au bout d'un moment, hop, tu fais une erreur, boum, la passe arrive, shoot ouvert, c'est dedans. Donc voilà, ils nous ont vraiment exploité comme ça et c'est à l'expérience quoi. Mais je pense que c'est quelque chose dont on pourrait et on devrait s'inspirer parce que mine de rien, tu regardes Phoenix, c'était une équipe qui n'allait pas en playoff pendant des années malgré le talent de Devin Booker et de Ayton qui progressait, mais voilà, ça n'allait pas en playoff. Et puis Chris Paul est arrivé, joueur d'expérience, maître du mid-range, et l'équipe, piou, elle a décollé. Bon bah voilà, nous on a Zach Lavine qui, malgré tout son talent, emmenait pas les Bulls en playoff pendant des années. On a fait venir un joueur d'expérience, maître du mid-range, et on a décollé en début de saison jusqu'à ce que les blessures viennent nous poutrer. Donc euh, voilà, maintenant, oui, on- je dis pas qu'on va aller en finale parce que bon, faudrait quand même, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Il faut rester optimiste, il faut toujours y croire. Mais oui, faudra déjà qu'on récupère tout le monde et que tout le monde aille mieux pour ça. On fera un petit point médical après. Mais du coup, voilà, il y avait ouais, ce match contre Phoenix. Au final, on le perd 127-124. Mais le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. On s'est fait beaucoup plus s'ouvrir que de perdre voilà, sur un match où tu perds 3 points. Parce que à 1 minute pile de la fin, on était à 15 points de retard et on a signé un 12-0 sorti de nulle part avec 2 paniers à 3 points de Malcolm Hill. Parce qu'on avait fait rentrer tous les benchers, il y avait Tony Bradley, il y avait. Enfin voilà, c'était. On avait lâché ce match et puis voilà, c'était juste un relâchement sur la fin de Phoenix et on a mis quelques points, mais même Billy Donovan l'a dit après le match, c'était mort bien avant. On s'est fait détruire tout le match, on s'est fait décortiquer, donc on s'est fait disséquer. C'est ce que j'avais mis moi dans l'article, mais ouais, ouais, il y avait pas, il y avait pas photo. Franchement, c'était une défaite de 3 points, mais ressenti de facile 15-20 points. Donc ouais, il y a quand même un sacré écart de niveau entre les deux. Et puis on n'a pas défendu aussi bien que la veille, mais aussi parce que l'opposition était plus forte et avec plus d'alchimie collective. Et donc, bah, c'est toujours plus compliqué de suivre la balle à droite à gauche. Donc voilà. Et puis, ben, donc, ce match contre Charlotte, cette fois-ci, c'est Ayo Dosunmu qui a pris un coup contre les Sixers. Où en fait, il y a une balle au sol et lui se jette face à Joel Embiid pour choper cette balle au sol. Sauf que Matt Thomas se jette également au sol et Ayo percute l'épaule de Matt Thomas avec la tête. Donc sa tête cogne l'épaule de Matt Thomas, il se relève, le jeu se poursuit, etc. Le lendemain, il joue. Et entre les deux matchs, les médecins n'ont rien décelé de particulier. Les autres joueurs ne se sont pas inquiétés parce qu'ils disaient que Ayo Dosunmu participait dans les groupes chat, il déconnait et tout. Il y avait pas de signe comme quoi ça allait pas bien ou quoi. Il a joué contre Phoenix et c'est le lendemain matin qu'il a commencé à sentir des petites migraines, des symptômes. Et donc du coup,
euh, les Bulls se sont mis en protocole pour les commotions. Et évidemment, quand tu as une commotion ou que tu as des maux de tête, il faut absolument pas prendre l'avion. Donc il n'est pas allé à Charlotte. Donc voilà, un match à Charlotte sans Ayo Dosunmu. Euh, mais quand même, voilà, une bonne victoire à l'extérieur qui nous relance un petit peu après ces deux défaites là, à domicile sur ce back-to-back. Une bonne victoire où j'ai bien aimé la prestation d'ensemble. Collectivement, j'ai trouvé qu'on était bien solide sur ce match-là. Tout le monde a un petit peu participé. Même le banc a été assez actif sur ce match-là. Euh, Malcolm Hill a mis deux paniers à 3 points dans le corner dans le troisième quart-temps. Troy Brown a fait la même chose, exactement du même endroit dans le quatrième. Il y a eu une bonne activité au rebond aussi de la part des benchers, Troy Brown encore, Tony Bradley, etc. J'ai trouvé que le banc sur ce match-là avait mieux apporté que sur d'autres matchs, quoi. 19 points, 5 sur 7 à 3 points, ou 4 sur 7 à 3 points, juste, non 5 sur 7. Mais, euh, mais voilà, c'était beaucoup plus plaisant à observer. Et puis après, bon, les titulaires ont également été très solides. C'était Kobe White qui était à la main, vu que Ayo n'était pas là et que c'est le seul, entre guillemets, meneur qu'on a. Euh, et j'ai trouvé son match plutôt correct. Alors bon, il a fait quelque chose comme 6 sur 14 au shoot, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Mais j'ai trouvé que voilà, il a eu de très bonnes séquences, il a fait de bonnes passes, il a mis des choses en place. Et sa défense a été très bonne, je l'ai trouvé très actif. Bon, évidemment pas sur l'ensemble du match, mais il y a eu des périodes où il a été vraiment très impactant en défense. Il y a un bon contre sur la Melo Ball, il y a des fois où il a dévié des ballons, il a provoqué des contre-attaques. Non, dans l'ensemble, j'ai trouvé que son match avait été assez solide. Il a bloqué deux trois drives aussi un peu en puissance, donc c'était sympa de sa part. Euh, c'est un match où il y a eu énormément de rythme et c'était assez équilibré pendant à peu près un quart temps et demi. Et quand Vooch et DeRozan sont revenus sur le parquet à 6 minutes à peu près de la mi-temps, là tout a changé. Défensivement, Vucevic il a fait des différences énormes. C'était le plus grand sur le parquet. Il a fait des différences par sa taille, aussi bien près du cercle pour nous, pour mettre des paniers, quelques lay-ups, et de l'autre côté pour prendre les rebonds, contester, mettre un ou deux contre. Et c'est à partir de ce moment-là que les Bulls ont vraiment signé un gros run. On a fini avec un 21-6 sur les 6 dernières minutes avant la pause, et ça nous a permis de passer de -2 à plus 15. Ouais, plus 15. Plus 13. Plus 13 à la pause. C'est trop tôt là le matin de faire les maths. Mais bref, ouais, 58-45, donc 13 points. Euh, mais voilà, c'était un moment vraiment important de ce match parce que derrière, on a su conserver cette avance tout le long, même si Charlotte a essayé. Voilà, en troisième quart-temps, ils nous ont mis une défense de zone. On a mis un petit peu de temps à s'y adapter, mais après, on a fini par trouver la parade. On a fait de bonnes choses collectivement. On a fait circuler la balle et on a eu une très bonne adresse extérieure pour punir justement cette défense de zone avec les 3 points de Malcolm Hill. Même DeRozan en a mis deux. Zach LaVine en met un à la dernière seconde du troisième quart-temps. Voilà, donc on a été capable de déjouer ce qui nous ont opposé pour essayer de nous bloquer. Donc on a fait un bon taf à ce niveau-là. Puis après, dans le quatrième quart-temps, on, on a plutôt bien géré. On s'est pas fait de frayeur. On les a pas laissés revenir plus que ça. Non, on a été capable de faire un taf assez solide face à cette équipe de Charlotte qui aime prendre des shoots à 3 points, alors que pourtant, ils sont pas particulièrement adroits pour ça. Au début du quatrième quart-temps, il y a eu des airballs, des briques, les mecs ils faisaient que shooter à 3 points. Je sais pas si ils se disaient, bon, on va essayer de revenir vite dans le match. Mais nous, on était tout contents de les laisser shooter à 3 points au final, parce qu'ils ont fait 13 sur 43, ce qui est assez dégueulasse. Et bah ouais, ma foi, vas-y. Puis nous, on se gaffe de rebonds, hein. Vucevic, il a fini avec 15 rebonds. Il est passé à deux passes décisives d'un triple-double, hein. Il a fait 18, 15, 8 passes et 3 contre. Donc, ma foi, lui s'est fait bien plaisir sur ce match-là. DeRozan, 36 points. D'ailleurs, Vucevic, il était à 9 sur 13, donc belle adresse aussi. Il a même pas pris un 3 points. Il s'est dit, bon, personne n'est capable de me stopper à l'intérieur, donc j'y vais, j'enchaîne. Euh, ouais, DeRozan, 36 points encore une fois, et masterclass, des feintes, des N1, des paniers à 3 points. Encore une adresse assez énorme de sa part. Zach LaVine, il met 27 points, 5 sur 10 à 3 points. Donc voilà, les trois principaux joueurs ont cartonné, le banc a été actif, Kobe a fait un match plutôt correct à la main, et même défensivement, donc pas mal de positifs sur ce match-là contre Charlotte, et ça nous permet de prendre une 15e victoire à l'extérieur cette saison, et ça nous donne un bilan de 15 victoires, 13 défaites à l'extérieur, euh, et ça va être notre bilan jusqu'au All-Star Game, puisque maintenant il nous reste 4 matchs
jusqu'à la coupure All-Star et c'est que des matchs à domicile. Donc là, pour l'instant, notre bilan est de 15-13 à l'extérieur avec 2 victoires consécutives, vu qu'on a gagné à Indiana notre dernier déplacement aussi avant Charlotte. Sachant qu'avant, on avait un très très bon bilan à l'extérieur jusqu'à à peu près mi-janvier, et puis toutes les blessures, Lonzo, Caruso, Derrick Jones, blablabla. Donc on a perdu plein de matchs à l'extérieur. Donc c'est bien d'en regagner un petit peu, sachant que, spoiler alert, le mois de mars, on va voyager. On a 15 matchs au mois de mars, on a 11 à l'extérieur. Ça a piqué un peu. Donc c'est bien d'en gagner un peu quelques-uns quand même. Mais voilà. Qu'est-ce que dire d'autre dans les. Donc ouais, c'est une victoire qui va nous faire du bien. Maintenant on a un back-to-back à domicile contre Minnesota vendredi, donc demain, et OKC samedi. Ensuite on a lundi on a les Spurs qui viennent, et après on termine avec Sacramento mercredi, et ensuite c'est la coupure du All-Star Weekend. Où on a donc Demar DeRozan titulaire au All-Star Game, Zach LaVine remplaçant au All-Star Game. On a Ayo Dosunmu qui sera dans le Rookie Challenge, là, je sais plus trop comment il l'appelle, enfin le Rising Star avec des tournois avec plein d'équipes différentes, des joueurs de G-League, enfin bref, je n'ai pas trop compris le délire. Mais bref, et du coup Zach LaVine qui est également participant au concours à 3 points pour la 3e année de suite. Il a plein de fois l'an dernier, cette année, etc. Fait part de son désir de devenir le premier joueur de l'histoire à gagner le concours de dunk et le concours à 3 points. Donc il va le tenter une 3e fois à Cleveland dans une dizaine de jours. Donc espérons pour lui que ça soit mieux que les 2 premières fois, parce que ça n'avait pas été de grosses réussites. Encore que si l'an dernier il avait fait un gros score, mais ça n'avait pas suffi. Beaucoup de joueurs avaient fait un gros score au premier tour, et puis bon, Steph Curry était monstrueux, donc de toute façon. Mais voilà, là il n'y est pas, Steph Curry, donc on sait jamais. Autre actu importante, même si j'ai envie de dire que pour nous pas tellement, c'est la deadline, puisque on est jeudi, et donc ce soir c'est la fin pour les trades. Ça ne nous concerne pas particulièrement parce que il y a très peu de rumeurs nous concernant, et les quelques rumeurs que j'entends, je les trouve absolument débiles. Euh, Dennis Schroeder, qu'est-ce qu'on... Pourquoi? En fait, c'est très simple. Le gars qui a lancé cette rumeur, Jake L. Fisher, c'est une buse. C'est un mec qui veut juste faire du buzz. Et ce mec, il bosse pour Bleacher Report, site de merde. Euh, et, euh, mais honnêtement, plein de fois, il balance des trucs, mais tu te demandes d'où ça sort, comment c'est de l'invention. En fait, Bleacher Report et les gars qui bossent, mais il n'y a pas que, hein, il y a d'autres sites, hein, mais bon, c'est celui-là là, dont on parle. Ils créent des news. Ils te disent pas ce qui se passe. Ils créent quelque chose pour ensuite te dire, oh, il se passe. Mais en fait, c'est du flan. Il n'y a rien. Pourquoi on aurait besoin de Schroeder? On va récupérer Lonzo et Caruso dans 5-6 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire de Schroeder? On va vraiment aller trader quelque chose pour récupérer Schroeder alors qu'on a tous nos meneurs qui vont revenir. Jusqu'à avant la fin de la saison régulière. Franchement, je trouve ça débile. La seule rumeur potable que j'ai vue, c'est avec les Spurs pour Jacob Poeltl. Et là, faut voir ce qu'on envoie évidemment en face, mais ça peut être sympathique. Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est beaucoup sous-estimé, mais excellent défenseur, protection du cercle, rebond offensif. Au niveau des stats dans ces catégories-là, il est parmi les très bons intérieurs de cette ligue. Il pose de super écrans également. Euh, Pas dégueulasse, balle en main près du cercle aussi. Le truc, c'est que t'en vois quoi? Kobe White, tout le monde dit ouais, Kobe White, faut le trader, nanana. Donc, si tu trades Kobe White maintenant, tu fais quoi? T'as Zach LaVine et Ayo sur les postes arrière et Matt Thomas pendant 6 semaines en attendant que Lonzo et Caruso reviennent. Bah, moi je crois pas, hein. Hmm, Ça me paraît un peu court, hein. Tu joues, tu vois le classement resserré, chaque match est important. Tu vas pas partir pour 6 semaines avec 3 joueurs sur les postes arrière. Ah, je suis désolé, mais moi je n'y crois pas, hein. Donc je pense que, voilà, à part Troy Brown qui peut éventuellement partir parce qu'il sera libre cet été, mais là pareil, Troy Brown, je me dis que on peut éventuellement le laisser partir libre cet été, et ce qu'on économisera en son salaire, ça servira à re-signer Zach LaVine, parce que lui, il va prendre cher cet été. On va lui mettre un gros contrat à Zach, donc il serait temps de faire des économies sur ça aussi. Euh, donc, moi je pense qu'on va pas vraiment bouger, et que au pire on va chercher peut-être un vétéran quand ce sera
quand on pourra signer des joueurs libres après la deadline, ceux qui se feront couper, qui chercheront un club pour finir la saison. Par exemple, Tadeusz Young, s'il se fait couper par les Spurs, il peut éventuellement revenir aux Bulls. Il n'est pas autorisé à revenir via un trade, parce que ça fait même pas un an qu'on l'a tradé. Mais s'il est coupé, on peut le contacter et le récupérer. Donc, à voir comment ça se déroule. Euh, mais bon, bref, c'est juste une idée que je balance. Après, j'en sais rien, j'ai pas d'infos plus que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Schroeder sera pas là, sera pas aux Bulls, hein. Et Jacob Poeltl, j'y crois pas à 99,99%. Je vois pas ce qu'on en verrait. À moins qu'on arrive à leur refourguer Tony Bradley pour Poeltl, mais là, je pense que les Spurs sont quand même pas cons à ce point-là. Donc, bref. Que dire d'autre? Que dire d'autre? On a fait un peu le tour. Les rumeurs, la deadline, blablabla. Bon, on va finir avec le quiz. Euh, la dernière fois, j'avais énuméré une liste de clubs et il fallait trouver qui avait joué dans ces clubs. C'était Bill Wennington, donc j'avais fait Stacey King le coup d'avant. Je me suis dit, je vais faire notre autre commentateur des Bulls, commentateur radio cette fois. Et c'était Bill Wennington qui avait fait un passage en Italie également pendant sa carrière. Cette fois-ci, cette fois-ci, costaud. Accrochez-vous bien. On est le 10 février. Il y a 7 ans et un jour, donc le 9 février 2014, les Chicago Bulls remportaient la 2000e victoire de leur histoire en saison régulière. Face à quelle équipe? Voilà, c'est un peu la loterie, c'est un peu le hasard, à moins d'aller chercher sur Basketball Référence, mais voilà, je vous donne un indice quand même. C'est une équipe de l'Ouest euh, qui a gagné plus de matchs que les Bulls dans son histoire. Dans l'histoire de cette équipe-là, ils ont gagné plus de matchs que les Bulls dans leur histoire. Voilà, sachant que les Bulls actuellement ils sont pas loin de la 2300e victoire. Donc voilà. Voilà. C'est une question pas si simple, mais voilà, ça peut être. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa de marquer le coup de fêter la 2000e victoire il y a 7 ans et un jour. Donc. Bref, on se retrouve certainement après ce back-to-back. Minnesota, pas simple du tout. Pas simple du tout d'affronter Minnesota. Attention, grosse dynamique. Edwards, Karl Anthony Towns, attention, ça rigole pas. Et puis derrière, il y a de quoi faire mal aussi sur le banc. Et ensuite, OKC. On a vu, hein, à OKC, on les a battus, mais on a bousillé une avance de 28 points. Donc, faudra pas déconner sur ce match-là non plus. Et puis, bah voilà, on se retrouvera sûrement après ce back-to-back pour voir les news à ce moment-là. Si Ayo Dosunmu est revenu, s'il y a, espérons-le, pas d'autres blessés d'ici là. Et puis peut-être des nouvelles un peu rassurantes de Patrick Williams aussi. Mais voilà, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.